Marrakech, Marhaba bik Marocco, quelque chose comme ça, un truc comme ça. Je suis donc à Marrakech, dans la ville rouge, pour passer quelques jours et je vais vous emmener avec moi à la découverte de cette ville incroyable que j'aime tout particulièrement. On va aussi aller passer une journée, faire une petite rando dans les montagnes, au frais, parce qu'il fait quand même très chaud ici. Ça va être très agréable. En tout cas, le cadre, voilà, c'est ça. Donc moi, je suis à Casbah, dans un riad, et c'est juste extraordinaire. Je sais pas vous, mais moi, je trouve que ce terracotta me va particulièrement très bien au teint. Allez, c'est parti, on y va. Yallah, comme on dit. Pour cette première journée, Bassam, le meilleur guide de la ville, m'a accompagné. Il est génial, son contact est dans la barre d'infos. Marrakech, la capitale touristique du pays au Maroc. Nous sommes exactement quartier Casbah. Je suis Bassam, je vais vous accompagner aujourd'hui pour faire découvrir ma ville. Yallah. La Koutoubia, la fameuse, le symbole de Marrakech, mais je vais laisser Bassam vous expliquer, il fera ça mieux que moi. La Koutoubia. L'étymologie du mot Koutoubia, c'est Koutoubiyin en arabe, ça veut dire les vendeurs des livres, des romans manuscrits. Parce que tout autour de cette mosquée, il y avait des personnes qui venaient pour apprendre l'arabe, la religion et aussi pour un échange culturel. Ils achètent, ils vendent leurs livres et c'est un lieu de rencontre et de savoir et d'échange. Il y a une grande réserve d'eau parce qu'on fait venir de l'Atlas à cette époque avec un système de canalisation souterraine appelé le Khtarat, 30 km de l'Atlas qu'on voit d'ici, la montagne. Donc on fait venir l'eau à Marrakech, va aussi connecté avec les fontaines, avec les riads de la Médina. Donc les gens venaient là pour se ressourcer et pour prendre l'eau nécessaire pour les ablutions, pour aussi faire leurs tâches ménagères. Voilà, donc nous avons le minaret, celui-là il a une hauteur à peu près de 77 mètres, incluant les 3 boules là-haut. Donc il y a 3 versions. Une version dit que ces boules représentent les 3 fameuses mosquées dans la religion musulmane, celle de la Mecque, la Médine et Jérusalem. D'autres disaient non, c'est par rapport aux religions monothéistes, d'accord, le judaïsme, le christianisme et l'islam. C'est construit avec cette hauteur aussi pour que les caravanes puissent se repérer quand ils venaient de l'Atlas ou pour la traversée. Quand on voit le minaret de la Koutoubia, ça veut dire qu'on est au cœur de la ville de Marrakech. Donc l'architecture, si on voit l'architecture, elle est complètement différente de ce qu'on retrouve en Turquie par exemple. En Turquie, c'est des coupoles, c'est aussi des minarets, on peut dire rondes et fines. C'est triangulaire ou rectangulaire, donc la forme est différente. Cette architecture reste une architecture marocaine culturellement parlant. Cette mosquée est la plus grande mosquée à Marrakech. C'est resté pendant des années au Maroc. Maintenant, elle est détrônée par la nouvelle mosquée construite à Casablanca, celle de Hassan II. Vous allez trouver une seule porte et normalement, on ne voit rien de l'extérieur, les fenêtres sont fermées parce qu'il y a une cour à l'intérieur. Et par contre, dans une maison qui avait des habitants ou des propriétaires juifs, vous allez retrouver des fenêtres parce qu'ils avaient le droit de sortir et les femmes avaient le droit de regarder par la fenêtre. Il y a même des balcons, ce que nous allons voir plus loin. Le quartier juif s'appelle le Mela. Ce quartier regroupait autrefois l'une des plus grandes communautés juives d'Afrique du Nord. Aujourd'hui, musulmans et juifs cohabitent en totale harmonie. D'ailleurs, si vous voulez vous procurer des épices, c'est au Mela que vous trouverez les meilleures. Quand tu prends les petites ruelles le matin en semaine, c'est très calme. Pas de bruit, il n'y a personne. C'est trop agréable, beaucoup moins de touristes. Le bâtiment là, juste derrière moi, c'est la synagogue. Apparemment, je me suis fait un copain. Tu me suis? Tu viens? Pourquoi pas hein. Le fameux plat qui fait le plat du Maroc, c'est le tagine.
c'est un plat en poterie. Donc il y a des préparations, 3 préparations. Bon, la première, c'est une préparation berbère avec la viande et des produits terroirs comme les légumes. Voilà. Et deuxième préparation arabe, qui est une préparation de viande avec des prunes ou des choses un peu sucrées. Voilà. Et la troisième qui est aussi importante, c'est le poulet au citron confit, qui est une préparation juive. Et la pâtisserie également, quand on parle des cornes de gazelle, quand on parle des pâtisseries faites à base de pâte d'amande, tout ça c'est une spécialité juive héritée marocaine depuis des années. Et aujourd'hui ça fait quand même, c'est le goût, le délice de la pâtisserie au Maroc. Ça sent pas trop salé quand même. C'est sucré. Et oui, on continue notre voyage dans le temps et l'espace. On arrive cette fois-ci à un palais construit au 19e siècle. Un vizir appelé Moussa Bahmad, un grand monsieur qui fait construire ce palais pour sa fonction administrative également pour sa famille, parce qu'il en avait 4 femmes. On voit 3 sections et également un grand jardin appelé le jardin andalou. Ce qui nous intéresse ici, c'est l'architecture, la construction d'un riad, la morphologie d'un riad de l'intérieur. Comme on a dit tout à l'heure, il y a une cour à ciel ouvert, il y a un jardin et aussi une fontaine. 3 éléments importants pour qu'on puisse considérer une construction comme riad au Maroc. Nous avons là le zellige, voilà, quand vous voyez des couleurs différentes, tout est fait à la main, ça prend beaucoup de temps. Deuxième chose, c'est le plâtre. Dans la religion musulmane, la figuration, la représentation est interdite, donc on décore avec une sorte de forme géométrique. La calligraphie, comme on voit ici, c'est une écriture arabe qui vient de Koufa en Irak. Troisième élément, c'est le bois de cèdre qui résiste à la moisissure. Il donne une bonne odeur pour dégager aussi tout ce qui est insectes. Et les couleurs utilisées, ce sont des couleurs naturelles, à savoir le henné, la peau de la grenadine, l'indigo et d'autres couleurs naturelles. Riad, et la traduction du mot riad, c'est le jardin. Alors, il y a des choses importantes à rappeler dans un riad. Donc, les plantes qu'on retrouve, c'est plus des plantes aromatiques, ou bien comme ici, les oranges de Syrie, qui ne sont pas comestibles et sont amères, mais ça donne une très très bonne odeur qui nous apaise. Le fait de la fontaine qui est au milieu, c'est une fontaine qui donne un peu d'air frais, d'abord, aussi pour les oiseaux pour boire. Troisième chose aussi, on peut faire les ablutions. Et important, c'est pour ces thérapies sonores, ça nous aide aussi à entrer dans un état de zénitude. L'esprit du riad, c'est ça. Et quand on est dans la Médina, il y a plein de monde, de passage et tout. Mais quand on rentre dans un riad, c'est le paradis. Ah oui, on va parler de l'étoile de David, on parle du peuple amazigh. Allez, on retrace l'histoire. On est en 1971 pour le calendrier amazigh. Un peuple qui a régné la partie nord-Afrique, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, c'est une partie de l'Égypte, et la Mauritanie. C'est appelé la Numide. La Numide, c'était le royaume des Berbères, ou bien Amazirs. Voilà, le vrai nom, c'est Amazir, parce que Berbère, c'est un nom, c'est un dérivé du mot barbare qui a été donné par les Byzantins à une certaine époque. Mais si on retrace l'histoire, on retrouve le vrai nom, c'est Amazir. Il y a une calligraphie, il y a une écriture appelée le Tifinagh et le Z, qui représente l'homme libre et le symbole de ce peuple. Il y a 3 parties. La partie du nord pour les Réfins, au milieu c'est les Amazirs, ou bien les Berbères, et la partie sud c'est les Chlouais. C'est des dialectes, mais la religion ou bien la langue c'est la langue amazigh. Le mot al-afia, un peu partout dans toutes les pièces du palais. Donc le A, ça c'est le A, ça c'est le L, difficile à prononcer, qui n'existe pas dans la langue française. Ça sort de la main. impossible. Le A, le F, le Y, le T.
Le mot s'écrit de droite à gauche et on lit de droite à gauche. D'accord? Et ça veut dire la santé et le bien-être. Voilà, l'afia, on dit bsha ou raha, l'afia, ça veut dire à ta santé, à la tienne. Donc tous les quartiers, pas obligé, mais bon, après, on retrouve des fours publics, un hammam, une mosquée. Donc on est dans un four public où les gens ils font leur pâtisserie ou bien le pain, voilà. Ils envoient les petits enfants et le pain est cuit. Ah, donc ça c'est pour faire une sorte de, comment dirais-je, des amandes, fruits secs, tout, on mélange avec l'huile d'argan ou bien l'huile d'olive avec du miel et ça se mange avec le thé, on sert avec le thé, c'est très très bon. Maintenant, on va se diriger vers le poumon de Marrakech, la place Jemaa El Fna. Sur la place Jemaa El Fna, le cœur vibrant de la ville de Marrakech. Hein, c'est l'endroit idéal pour passer des bons moments entre famille et amis. On se rejoint, on se donne le rendez-vous ici pour apprécier le spectacle des danseurs, des porteurs d'eau, raconteurs d'histoires, le tatouage au ailé, également serpents et d'autres. Voilà, c'est le spectacle à ne pas manquer. La vie commence le matin doucement et vers le coup de 16h, 17h, la cadence monte et l'ambiance et l'animation à gogo, la fumée, la partie réservée aussi pour la restauration. Donc en tout cas, c'est l'endroit incontournable qu'il ne faut pas rater si on est à Marrakech, c'est la place Jemaa El Fna. Dans l'histoire, c'était un lieu d'exécution publique. Juste après, ça va se retransformer en une place pour faire une parade pour les militaires qui venaient de la Koutoubia. Les gens sortaient pour assister à ce défilé militaire. Maintenant, c'est un théâtre à ciel ouvert. Bienvenue à Marrakech. Tiens, un pic de barbarie. C'est très très sucré. On s'attaque maintenant à la visite des jardins Majorelle. On est dans le jardin Majorelle, un vrai havre de paix. C'est créé en 1924 par l'artiste qui vient de Nancy, qui s'appelait Jean-Jacques Majorelle. Donc il est rentré au Maroc par le biais de Maréchal Lyoté, qui était un ami de la famille. Après son voyage, son périple, il a voyagé, il a découvert l'Orient, surtout l'Égypte en premier. Il tombe amoureux de la ville de Marrakech et il va créer son premier jardin. Il a vécu avec sa femme, il rentre en France, ils ont eu quelques problèmes avec sa femme, divorce, et après ils repartent en France et ce jardin restait fermé à l'abandon. Heureusement, Félix Saint-Laurent et Pierre Berger visitent le jardin exactement en 1980, ils tombent aussi amoureux du jardin, ils vont le sauver, ils l'achètent, ils le procurent avec Pierre Berger et ils en font leur petit bonheur, ils vivent ensemble ici. Ils vont embellir ce jardin parce qu'ici il y a à peu près 200 espèces botaniques qui viennent de l'Amérique latine, un peu partout du monde entier, des cactus, des bonbons et également le bleu, on dit c'est le bleu majorel. L'histoire raconte qu'il est inspiré par les nomades qui sont dans la région sud. D'autres ont tendance quand même à parler du mouvement de la musique blues des années 70. C'est parce que il s'est inspiré, il va faire de sa couleur préférée et c'est appelé aujourd'hui le bleu majorel. Il fait 35 degrés, petite pause rafraîchissante au Riad Jonan. On n'est pas bien là? Ce soir on va aller manger une glace dans le quartier Guéliz dans la nouvelle ville. Bon, il est encore tôt. Ce matin, on s'est levé, on part faire un road trip dans le Haut-Atlas, plus précisément dans la vallée de l'Ourika. On se rend au cœur de la vallée de l'Ourika, environ 2 heures de route de Marrakech, jusqu'au village de Seti Fatma, à 1500 mètres d'altitude, pour faire une randonnée jusqu'aux 7 cascades.
La vallée de l'Ourika, c'est le lieu d'escapade favori des Marrakechis qui souhaitent échapper à la chaleur étouffante de la ville. En été, la zone est un peu bondée. Le paysage est plus verdoyant qu'à Marrakech et l'air un peu plus frais. En même temps, on a un peu l'impression d'être en plein milieu d'un canyon. Il fait quand même assez chaud. Nous sommes ici au cœur du Haut-Atlas, en terre berbère. Ça grimpe pas mal, prévoyez de bonnes chaussures, de l'eau, un chapeau et les services d'un guide. Ils vous attendront au départ de la randonnée. Bienvenue au royaume berbère. Je suis de retour à Marrakech, je repars à la découverte de la ville, seule cette fois-ci. Petite pause fraîcheur dans les jardins de la Ménara. Grand jardin assez prisé des Marrakechis justement pour sortir un petit peu de l'effervescence de la ville de Marrakech, qui est quand même une très grande ville, beaucoup de trafic, beaucoup de bruit. Ici c'est très calme. Les Marrakechis viennent ici justement pour prendre un petit peu d'air frais, se reconnecter un petit peu à mère nature, parce qu'il y a un petit peu de végétation par ici. Et ils viennent faire leur sport, ils viennent se balader, ils viennent pique-niquer, ils viennent se retrouver en famille. On va pas se mentir, le cadre est quand même assez sympa. En général, on arrive à voir le Haut-Atlas se dessiner tout derrière. Mais en vrai, ça fait une semaine que je suis là et je l'ai toujours pas vu. C'est assez brumeux, il fait très chaud et le Haut-Atlas, il a disparu. À tout à l'heure. C'est gratuit. C'est gratuit? Gratuit. Sachez que rien n'est jamais vraiment gratuit ici. Mais le principal, c'est l'échange qui compte. Et en plus, c'était bon. Bon, maintenant, les souks. Carnage assuré. J'arrive pas à le prendre en photo, il est flou. Oui. Comment? Je voulais l'avoir sur ma main, mais... Ah, voilà. Souk signifie le marché. C'est le lieu par excellence pour s'immerger pleinement dans la vie marocaine. Chaque rue est organisée par corps de métier. Ferronnier, tanneur, le travail du cuir, la partie alimentaire, les épices, les babouches, les djellabas. C'est un vrai labyrinthe dans lequel on peut flâner des heures durant. La spécialité du pays, c'est aussi la tannerie et la teinturerie, au nord de la Médina. Découvrez d'où viennent les célèbres couleurs utilisées pour la teinture, dont le fameux bleu indigo que portent les nomades. Celle-là, ça donne du violet, non? Ouais. C'est violet. Ça? Ça donne du rouge. C'est bleu. Bleu Ah, c'est le bleu celui-là. Oui. C'est de l'indigo, c'est du curcuma, rouge marrakech, noir mascara de colle, c'est des couleurs naturelles. Mais les souks, bien qu'enchanteurs et séduisants, sont aussi un vrai capharnaüm. Agitation, bruit, effervescence, mobilette. Mais c'est aussi ça le charme des souks. Ça, j'ai fait une pièce pour un Bordeaux. D'accord. Les pièces que j'ai fait normales, c'est un que tout le monde connaissait, le cèdre. Le cèdre, c'est un bois, le d'Atlas, un bois anti-mythe. On chasse les mythes, les insectes.
Et c'est alors qu'au milieu du souk, je suis tombée sur la caverne d'Ali Baba, un petit monsieur vendant des antiquités depuis des générations. Il m'a beaucoup appris sur la culture et les coutumes marocaines. Je vous conseille vivement d'aller lui rendre visite si vous passez par Marrakech. Je vous laisse l'écouter. Ça, c'est les marteaux pour casser les sucres. D'accord. Dans la fête et dans le jour de mariage pour casser les sucres. Et ça, c'était des contrats de mariage. Quand c'est à l'époque, ils n'ont pas les papiers. Ça, c'est des boîtes qui sont faites avec la peau de grand madère. Vous voyez? Toute la peau de grand madère. Pas de carton, pas de plastique. Ça, c'est les moulins café. Ça, c'est les bracelets des esclaves qui mettent dans le chivier. Ça, c'est une pierre pour mortier, pour grainer les épices et tout ça. Et ça, c'est à lampe à l'huile, faire forger. Ça, c'est la brûle de l'encens. Et ça, c'est les pentes de flèche et les sélex, des mélans années passées. Et le hache. Et pour gratter la peau du poisson. Et c'est le terracotta. Ça, c'est des petits masques. Ça, c'est Hanoukia, les lampes du juif. À l'époque. Ça, c'est des cobras. Ça, c'est pour les lits de grand madère. Les grands bols pour les lits de grand madère. Et ça, c'est les plats à couscous. Ça, c'est les portefeuilles Touareg aussi, comme ça. Et ça, c'est les bites qui étaient à l'époque de la monnaie. Ah, c'était la monnaie? C'était à l'époque de la monnaie. D'accord. Du gnawa. Ah! Pour les gens de la fête et les gens du mariage. D'accord. Waouh! C'est une pièce de plus que 400 années passées. Des marque-pages, les bracelets berbères, Kabyles et Touareg. Et ça aussi, c'est des tribus qui ça vient de des personnes des différents villages. C'est comme des cartes, comme des passeports. Quand les gens voyagent, ils les mettent sur le dos et on le savait où ça vient, quelle région. D'accord. Oui. Et ça, c'était Marzouza. Marzouza, pour les livres Coran du juif. C'est celui-là. Voilà. D'accord. Ça, c'est des ardoises du Coran. Ça, c'est pour mettre des bougies. Ça, c'est les brôles de l'encens. De 21 villages, de Chigaga, de Agadez, Bogolmen, différents villages. De chaque dessin, ils sont de chaque tribu. Quand c'était à l'époque, ils n'ont pas les papiers, c'est ça le papier. On le savait où ça vient, quand ils portent ça, on savait où ça vient, quel village. C'est très très intéressant. Ça, c'est les ardoises du Coran. Quand les gens ils étudient l'école, dans l'école coranique, 40 ans, 50 ans, ils gardent une plaque pour ça projeter, ça porte le bonheur. Ils sont très très anciens. Et ça, c'est les plats à couscous pour la grande famille. Avec un sport de pieds. On partage le couscous tous ensemble. Ah oui, on mange ensemble. Et ça, c'est des assiettes, des plats à semoule. Ah, c'est pour la semoule? Oui, c'est celui-là. C'est des anciens plats. Quel est beau, Ah la ouais. rapia. Ah oui. Ils sont des anciens, c'est pas des modernes. Des choses qui sont bizarres. C'est sac Touareg. C'est là la poche. Ça rentre, tous les articles, ils ramènent là-dedans. Ils vont voyager et mettent comme ça sur le dos. D'accord. Des en bleu. Croix du Sud. Oui. Et les livres Coran, les gris-gris, les portefeuilles Touareg. Alors gris-gris, c'est un mot en arabe? C'est un mot arabe, oui. Et ça veut dire quoi? C'est comme une chose qui s'est projetée. Ça projette, voilà. J'ai continué ma balade dans les souks et je suis rentrée par hasard dans une coopérative de tapis. Stupeur en découvrant la beauté du lieu, caché derrière ces grands murs. Un vrai palais. Et l'autre palais, il était un palais qui est habité par un premier ministre. C'est ce qu'on appelle palais le vizir. Palais le vizir, c'est le ministre. Et après notre indépendance, le ministre de l'Éducation physique et le ministre de la Culture transformé le palais en coopérative des tapis. C'est une coopérative des tapis. Il y a une grande différence entre coopérative et bazar. Quelle est la différence? La plupart des tapis qui vont chez les bazars ici, chez le souk, le manquement des coopératives, il y a 400 femmes qui travaillent chez eux comme communauté, ils ramènent leurs tapis par camionnette pour faire l'exposition par l'intermédiaire de notre coopérative. Au Maroc, il y a deux races. Il y a les Arabes et il y a les Berbères. Dans le nord berbère, il n'y a pas de culture, pas d'alphabet comme la langue arabe, seulement la langue à parler. Et au Maroc, il y a 4 tribus berbères. Il y a le Moyen Atlas, il y a le Haut Atlas, il y a les Bédouines, il y a les Rifs.
À chaque tribu parle différent dialecte que l'autre, et à chaque tribu fait sa spécialité. Alors, évidemment, on le sait, les souks de Jemaa El Fna, c'est un peu un attrape touriste, un peu beaucoup. Évidemment, ça fait aussi partie du jeu de se faire attraper. J'y suis passée aussi, comme tout le monde. Après, il faut bien oublier que la négociation, c'est un art ici et qu'il faut négocier parce qu'ils aiment ça et que c'est important de le faire. Donc on n'hésite pas, on divise directement le prix par 3 pour se laisser une petite marge pour remonter. Mais en tout cas, le prix que vous annonce, ce sera jamais le bon. Et ma copine qui a voulu acheter une chicha, une très belle chicha, on lui a annoncé 180 €. Clairement, on a dit bah non. On a réussi à la descendre à 40 € et je pense même que 40 € c'était beaucoup plus cher que ce qu'on aurait vraiment dû payer. Mais voilà, comme quoi, faut pas hésiter à négocier, faut vraiment descendre le prix parce qu'il y a des gens qui vont dire tout de suite oui à 180 € et ils le savent. Mais encore une fois, toute la négociation elle se fait dans la bonne humeur et ils vont être un peu insistants, c'est normal parce qu'ils veulent vendre évidemment. Mais si vous leur dites à Safi Choukran, ils vont finir par lâcher et voilà. Mais tout se fait dans la bonne humeur, toujours avec le sourire. Bon, l'autre avantage que je vois au souk, c'est quand même que les souks sont très ombragés, il fait beaucoup plus frais. Parce que là, il fait 34 degrés et ça commence vraiment à taper. Qui dit Maroc, dit couscous et briouat. Et avec vue, s'il vous plaît. Petite balade de nuit dans les rues de Marrakech, Casbah. Je commence ma journée par la visite des tombeaux saadiens. Petit conseil, si vous pouvez y aller, réouverture, il y a un petit peu moins de monde. Les tombeaux saadiens sont un complexe funéraire découvert par hasard en 1917. Ils abritent entre autres la tombe du fondateur de la dynastie saadienne, Mohammad Sheikh, et les sépultures de la famille royale saadienne. Vous devez m'enterrer, je veux minimum ça, hein. Pas moins. L'architecture est minutieuse et sublime, de type hispano-mauresque. Heureusement, l'affluence de touristes lui fait perdre un peu de son charme. Tout ce zélige là, c'est juste incroyable, c'est trop beau. J'ai un peu l'impression d'être dans mon palais et genre il y a des visiteurs qui viennent visiter ma maison. C'est beau de rêver. Suite de la balade et arrêt au jardin secret. Anciennement réservé aux diplomates de la ville, ce lieu est désormais accessible à tous et c'est une très bonne nouvelle. Il porte bien son nom. Havre de paix au cœur de l'agitation des souks. On se croirait ailleurs, dans un petit paradis, mais pas du tout au milieu de la Médina. Il est ouvert jusqu'au coucher du soleil, profitez-en pour monter en haut de la tour et admirer le panorama sur Marrakech pendant la Golden Hour. Sinon, vous en pensez quoi de ma technique pour servir le thé? Ok, je vais continuer à m'entraîner un peu. Si vous voulez garder un beau souvenir de Marrakech, laissez-vous tenter par un henné. Mais ici, au Henné Art Coffee, de vrais artistes. J'étais tellement fière de mon henné que je l'ai même montré à tous les chats du quartier. Bon, je suis sur le départ, je suis en mode dépression, j'ai pas du tout envie de partir. Mais la surprise du dernier moment, c'est ça. Je suis là depuis 10 jours, je n'ai pas vu le Haut Atlas une seule fois. Et au moment où je pars, il se découvre. Magique la vie, non? Bon, en tout cas, j'espère que tu as aimé cette vidéo sur Marrakech, que ça t'a donné envie de venir à Marrakech. Personnellement, j'ai pas du tout envie de partir. Voilà, donc si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à mettre un petit pouce bleu pour m'encourager. Et je te dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. En attendant, moi, je retourne bronzer. Vous pouvez retrouver toutes les bonnes adresses et les contacts sur Marrakech sur mon blog et dans la barre d'infos de cette vidéo.